Je vais vous présenter ici les résultats expérimentaux qu'on peut obtenir lorsqu'on fait un titrage direct d'un acide avec une base, ou bien d'une base avec un acide, et comment est-ce qu'on peut exploiter ces résultats expérimentaux pour obtenir le volume versé à l'équivalence. Bon, on peut commencer ici, c'est un logiciel de simulation. Une simulation, on va essayer de titrer de l'acide éthanoïque. Alors, le logiciel écrit acide acétique. L'acide acétique, c'est le petit nom de l'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque, c'est l'acide qu'on trouve par exemple dans le vinaigre. Dans la simulation, je peux dire que j'ai un acide au départ à 0,1 mol par litre. J'en ai prélevé à la pipette jaugée 10,0 ml. Et on va le titrer avec une solution d'hydroxyde de sodium, de la soude. L'hydroxyde de sodium, c'est une base forte, donc caractérisée par les ions HO-. On va prendre également une concentration de 0,1 mol par litre. Et puis la solution titrante de soude sera versée dans une burette d'un volume maximum de 25 ml. Donc ça, c'est les conditions expérimentales. En termes d'expérience, donc dans le bécher, on a la solution d'acide éthanoïque que l'on veut titrer. On ajoute évidemment une électrode de pH mètre pour pouvoir suivre le pH au fur et à mesure qu'on va verser la solution titrante, la solution de soude. Donc là, dans ce logiciel de simulation, s'affiche directement les résultats expérimentaux qu'on pourrait obtenir. En abscisse, on a placé le volume versé de soude, qu'on a versé petit à petit à la burette, et puis en ordonnée, on a mesuré à chaque fois le pH à l'aide de l'électrode de pH mètre qui trempe dans la solution. On constate que le pH globalement est tout le temps croissant, ça c'est assez logique, si vous rajoutez une base forte en solution, le pH augmente. Au départ, quand on a versé rien comme soude du tout, on avait le pH donc, de l'acide éthanoïque tout seul, qui est un petit peu en dessous de 3. L'acide éthanoïque, c'est un acide faible, il a un pH qui est en dessous de 7, ça paraît assez cohérent. Alors, quand on fait l'expérience, au début, quand on verse la soude, la solution titrante, on peut y aller millilitre par millilitre. Dans cette zone-là, le pH varie pas trop, quelques points expérimentaux suffisent à trouver l'allure de la courbe. Pareil, dans toute cette partie-là, on voit que le pH varie quasiment pas. Donc ici, on peut verser millilitre par millilitre, voire de 2 en 2 millilitres, et on arrive à tracer la courbe. En revanche, dans cette zone ici où il y a un saut de pH qui est assez important d'un seul coup, il est important de verser doucement la solution titrante. Donc on ira 0,1 par 0,1 ml à la burette, afin d'avoir assez de points pour réussir à bien tracer l'allure de la courbe ici. Donc ça c'est important du point de vue expérimental. Ensuite, une fois qu'on a cette courbe-là, en quoi cette courbe pourra nous permettre de repérer l'équivalence ? Il y a deux méthodes qu'on peut mettre en œuvre. La première méthode s'appelle la méthode des tangentes. Alors ici, elle va être faite automatiquement par le logiciel. Je vais cliquer sur un des points expérimentaux. J'affiche juste les points pour les voir. J'ai mis des petites croix, c'est pour voir les points expérimentaux. Donc avec le logiciel, si je clique sur un des points avant le saut de pH, il a tracé 3 courbes ici, 3 droites. Alors évidemment, il faut savoir faire ça à la main tout seul. Donc comment ça fonctionne ? On commence par tracer une première droite ici qui est une tangente à la courbe rouge, donc la courbe pH en fonction du volume, avant le saut de pH. Une deuxième droite, cette deuxième droite en pointillé, doit être parallèle à la première, également tangente à la courbe rouge, mais après le saut de pH. Une fois qu'on a ces deux droites là, qui sont donc deux tangentes à la courbe rouge et parallèles entre elles, on peut tracer une perpendiculaire, on repère le milieu entre ces deux droites, donc cette longueur ici là est égale à cette longueur ici, et on trace une troisième droite parallèle aux deux premières tangentes, ici la droite noire en trait plein, et donc cette droite va couper la courbe pH en fonction du volume versé de soude à l'équivalence justement. Donc après, une simple lecture graphique, ici on est à un petit peu plus de 10 ml, me donne le volume à l'équivalence. On peut également connaître la valeur du pH quand on a atteint l'équivalence. Ici on est un petit peu en dessous de 9 de pH. Je rappelle au passage ce que c'est que l'équivalence. Donc l'équivalence, elle est obtenue lorsque les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Dans cet exemple où on titre un acide éthanoïque par de la soude, l'équation de réaction est CH3COOH, l'acide éthanoïque, plus HO-, les ions hydroxydes, donne CH3CO-, les ions éthanoates, base conjuguée de l'acide éthanoïque, plus H2O, l'acide conjugué des ions hydroxydes. Juste ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les nombres stoichiométriques valent 1 pour les réactifs et les produits. Donc dans les proportions stoichiométriques, quand on a atteint l'équivalence, donc les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, alors la quantité de matière de soude est égale à la quantité de matière d'acide éthanoïque initialement présent. Voilà.
Deuxième façon de repérer l'équivalence, c'est ce qu'on appelle la méthode de la dérivée. Donc on va tracer la courbe verte ici qui s'est affichée, c'est la dérivée de la courbe rouge. Donc la courbe rouge, ça correspond à la fonction pH en fonction du volume de soude versé. Et bien la dérivée, c'est d de pH sur d de V, avec la notation des physiciens. Si vous préférez, c'est pH', avec la notation des mathématiciens à laquelle vous êtes plus habitués. Mais en tout cas, c'est la dérivée de la courbe rouge, enfin de la fonction qui correspond à la courbe rouge. On peut essayer de comprendre un peu pourquoi est-ce que cette dérivée a cette allure-là. Donc vous savez qu'une dérivée, ça caractérise des variations. Plus la fonction varie rapidement, plus la dérivée est élevée. Commençons peut-être par ce qui est le plus facile. Dans cette zone-là où la fonction est croissante, mais elle est quasiment constante, eh bien la dérivée, alors elle est positive puisque la fonction est croissante, mais elle est très proche de 0, c'est une dérivée très faible, parce qu'il n'y a quasiment pas de variation. Un peu pareil dans cette zone-là, la dérivée reste aussi assez faible. Alors c'est vrai que ça monte un peu plus rapidement ici la courbe rouge, donc la dérivée ici est un peu plus élevée qu'ici, mais globalement elle est faible. Ici il y avait une croissance un peu plus importante au début, on avait une dérivée qui était un peu plus importante. Globalement la dérivée reste toujours positive, puisque la courbe rouge est toujours croissante. Ce qui est plus intéressant, c'est dans cette zone ici, où d'un seul coup, la courbe rouge se met à augmenter très très rapidement, donc ces variations sont de plus en plus importantes, ce qui fait que la dérivée, la courbe verte, est aussi de plus en plus importante. Enfin, dans cette deuxième partie de courbe ici, où donc il y a encore une variation importante, mais qui va commencer à devenir de plus en plus faible, eh bien la dérivée est en train de décroître. C'est cette partie, la courbe verte. Là où il y a la bascule, ça s'appelle un point d'inflexion, parce qu'on a d'abord une concavité de la courbe rouge dans ce sens-là ici, puis ensuite une concavité dans le sens inverse, dans l'autre sens. Et bien entre les deux, il y a ce qu'on appelle un point d'inflexion. Le maximum de la dérivée correspond à ce point d'inflexion. Et il se trouve que ce point d'inflexion, c'est le point d'équivalence. Donc en fait, on repère le maximum de la dérivée, et par lecture graphique, alors on est encore autour de 10 ml évidemment, on repère le volume à l'équivalence. Donc voilà comment repérer le volume à l'équivalence par la méthode de la dérivée. Je vais maintenant vous montrer une deuxième simulation où on va essayer de titrer une base faible par un acide fort. Là, c'était, je le redis, le titrage d'un acide faible par une base forte. Donc je change de paramètre de simulation. On va titrer par exemple une base faible l'ammoniac, NH3. Alors, si c'est une base faible, il faut le titrer par un acide fort. Ça pourrait être de l'acide chlorhydrique par exemple, caractérisé du point de vue acide par les ions oxonium H3O+. Et je vais reprendre les mêmes paramètres. Une concentration d'ammoniac à 0,1 mol par litre. Supposons qu'on en ait prélevé 10 ml à la pipette jaugée. On va prendre de l'acide chlorhydrique à 0,1 mol par litre, que l'on introduit dans une burette de 25 ml. Okay. On laisse le logiciel calculer ce qu'on pourra obtenir expérimentalement. Encore une fois, ici c'est une simulation. Donc cette fois-ci, on démarre avec un pH qui est élevé au départ. On avait une solution d'ammoniac, donc une base. Le pH est plus que 7. On ajoute au fur et à mesure le volume versé, c'est l'axe des abscisses, c'est de l'acide chlorhydrique qu'on verse à la burette, donc millilitre par millilitre au départ. On augmente le nombre de points expérimentaux de mesure dans cette zone-là, c'est-à-dire qu'ici on verse l'acide chlorhydrique 0,1 ml par 0,1 ml, et à chaque fois on relève le pH. Donc voici l'allure de la courbe, elle est tout le temps décroissante, on ajoute un acide fort, c'est normal que le pH diminue, et à nouveau, le volume à l'équivalence va être versé ici au niveau du point d'inflexion. Comment est-ce qu'on peut repérer le point d'inflexion? Deux méthodes, comme tout à l'heure. Première méthode, méthode des tangentes, on trace, donc droite en pointillé ici, droite en pointillé là, sont deux tangentes à la courbe rouge, de part et d'autre du saut de pH, avant l'équivalence, après l'équivalence. La troisième droite ici, c'est une droite qui est parallèle aux deux premières et qui passe par leur milieu. Cette droite-là, elle coupe la courbe rouge de pH en fonction du volume de solution titrante versée à l'équivalence. Donc encore une fois, avec une lecture graphique, encore ici à peu près à 10 ml, on repère le volume à l'équivalence. Dans le cas présent, le pH à l'équivalence est à peu près de 5,5. Méthode des tangentes. Deuxième méthode, méthode de la dérivée. On trace la dérivée de cette courbe-là. Alors regardez, la courbe dérivée, elle est ici en haut. Attention, l'axe les valeurs pour l'ordonnée de la courbe dérivée sont ici. Le 0 est là. Là, on est à -1, -2, -3, -4. Pourquoi est-ce que la dérivée est tout le temps négative? Eh bien, tout simplement parce que la fonction ici, pH en fonction du volume, est une fonction décroissante. Donc sa dérivée est négative. Dans les zones où le pH varie assez peu, ici au début ou à la fin là,
la dérivée est proche de 0. Encore une fois, pour la dérivée, en haut, on est à 0. Et puis, dans la partie où d'un seul coup, ça se met à décroître très rapidement, la dérivée devient très négative. Et puis, ça se met à diminuer moins rapidement, donc la dérivée remonte. Le point d'inflexion ici, encore une fois, où on change de concavité de courbe, eh bien, correspond au minimum de la dérivée. Tout à l'heure, on avait un maximum, maintenant un minimum, parce que la fonction dérivée est négative. En tout cas, ce que vous pourrez retenir, c'est que lorsque la dérivée présente un extrémum, de façon générale, maximum ou minimum, ça correspond au volume à l'équivalence. Donc je vous ai illustré ici les deux types de titrage direct qu'on pourrait faire de type acido-basique, soit un acide faible titré par une base forte, H-, soit une base faible titrée par un acide fort, H3 ou plus.